Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales exportations du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matonda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2495,5 853 francs congolais. Un euro équivaut à 2686,2 983 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,0952 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 130,0060 francs congolais. Eric, au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2510 francs congolais, un euro équivaut à 2512 francs congolais et un franc CFA équivaut à 3,5 francs congolais. Quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 8427,50 dollars américains contre 8374 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a bougé, Eric. Il coûte 32 980 dollars américains contre 32 975 dollars américains il y a plusieurs semaines. L'once d'or est vendue à partir de 1917,42 dollars américains contre 1943,10 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 87,66 dollars américains contre 81,72 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 3 649 dollars américains contre 3 588 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matonda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC a lancé les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers le 28 et 29 juillet 2022 à Kinshasa. Cette opération va-t-elle booster le développement économique de la République démocratique du Congo? On en parle avec un opérateur du secteur. Il est président du conseil d'administration de Kobil SA. Monsieur Thierry Monsenepo, bonjour. Bonjour. Première question pour planter le décor. C'est quoi bloc pétrolier? C'est quoi bloc gazier? De manière vague, c'est un espace où on a eu à déterminer la présence des hydrocarbures, un espace physique et géographique qui permet, selon les normes de surface déterminées par le Code des hydrocarbures, qui détermine les exploitations qui doivent s'y faire en ce qui concerne le pétrole pour le bloc pétrolier et le gaz pour le gaz méthane tel qu'on en trouve à plusieurs milliards de mètres cubes dans le lac Kivu. Alors pourquoi la RDC a décidé, après plusieurs années, de lancer ces appels d'offres? D'abord, M. Ambago, il faut savoir que lorsque le chef de l'État prend le pouvoir, il est décidé à ce qu'il puisse réellement servir le peuple et de donner la richesse à ce peuple. Il y a toujours eu une adéquation entre le fait que l'on dise que la RDC est un scandale géologique avec la pauvreté criante des populations qui y vivent. Il fallait donc essayer de trouver des piliers qui pouvaient permettre à ce que nous puissions changer le paradigme économique. Et le chef de l'État a planté le décor de ces piliers, dans lesquels le cinquième, c'était le secteur des hydrocarbures. L'orientation qu'il a donnée au ministre Budimbu lorsqu'il l'a nommé comme ministre des hydrocarbures, c'était celui justement de permettre de donner à la RDC un autre souffle en ce qui concerne ses richesses potentielles pour les faire devenir des vraies richesses. Et le secteur des hydrocarbures est un secteur important parce que c'est le secteur qui a permis aujourd'hui à certains pays de se développer. Les États-Unis est ce qu'il est aujourd'hui grâce aux hydrocarbures. Après avoir quitté le charbon qui a permis à l'industrie
moderne de se développer, l'énergie qui a permis ensuite à ces grands pays de pouvoir se développer, c'est le secteur des hydrocarbures. Les États-Unis aujourd'hui en produisent pratiquement 12 millions de barils par jour. Et la première économie africaine aujourd'hui, qui est le Nigeria, se base principalement aussi sur l'hydrocarbure. Le Congo-Brazzaville, l'Angola, ces pays aujourd'hui ont une rente pétrolière qui leur permet de soutenir le développement de leur pays. Donc il n'était pas normal que la RDC, avec autant de potentialité, continue à être 70e de la liste des pays qui produisent les hydrocarbures dans le monde, alors que nous régorgeons énormément de cette matière première. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé vite en besogne? Pas du tout, parce que lorsque vous voyez les prémices de l'exploitation de ce secteur, il n'y a eu que des moments où on a tenté un tout petit peu de monter, mais il y a eu plus des tâtonnements, il y a eu des ratés. Notamment lorsque, entre 2004 et 2006, 2007, 2008, il y a eu énormément d'engouement sur le secteur des hydrocarbures dans notre pays. Cela s'est finalement enlisé avec des conflits inutiles en ce qui concerne les deux blocs dans le Graben-Albertine, entre Tullow Oil et Capricalt et Divine Inspiration. Ensuite, ici, dans la zone côtière, entre Surestream et l'État congolais, où il n'y a pas eu de renouvellement de son permis d'exploitation. Donc bref, tout cela a fait que les choses étaient restées dans l'État. Et il n'y avait que la production minime qui ne participe qu'à peu près à 4,5% de notre PIB avec Perenco et ses 20 000 barils jour. Et cela ne pouvait pas être acceptable. Et le chef de l'État a ainsi donné comme mission au ministre Boudimbo de réussir ce challenge. Et je pense que le fait que nous ayons aujourd'hui mis sur le marché les 30 blocs pétroliers répond justement à cette question où il faille nécessairement que nous puissions nous pencher vers les hydrocarbures. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes dans le tout mine. Ce qui fait que nous sommes dans une difficulté énorme en ce qui concerne les bourses des matières premières. Lorsque le cobalt et le cuivre, qui sont les principales matières premières qui soutiennent notre économie, sont en chute, eh ben nous en subissons les conséquences. Et cela ne commence pas aujourd'hui. On a commis le premier crash boursier des matières premières sous le président Mobutu entre 79 et 82. Ensuite, sous le règne du président Kabila en 2014, lorsqu'il s'agissait de soutenir notamment les élections, il y a eu des difficultés, entre autres parce qu'il y avait eu baisse des cours du cuivre principalement et du cobalt. Donc, il fallait nécessairement essayer de diversifier l'économie pour voir comment est-ce que l'État peut revenir avec, d'une part, la possibilité d'investissement, mais aussi de soutenir le secteur des services qui est un secteur porteur, le secteur du tourisme, le secteur de la formation des Congolais. Tout cela n'est possible que lorsque nous pouvons exploiter réellement nos richesses. Donc, les hydrocarbures aujourd'hui peuvent emmener dans la gibecière de l'État près de 30 milliards de dollars par an par rapport aux exploitations qui peuvent se faire sur les blocs gaziers dans le lac Kivu, sur les blocs pétroliers au niveau du Graben-Albertine, qui d'ailleurs, après les expertises et les études, les premières études d'ailleurs qui ont été réalisées par Capricat et Forswelp, déterminent à peu près qu'il y aurait près de 3 milliards de barils dans le Graben-Albertine. Dans le Graben du Tanganyika, à peu près 8 milliards de barils. Dans la cuvette centrale, à peu près 20 à 25 milliards de barils. Si on prend la côte, avec les 3 blocs pétroliers, Ndunda, Matamba Makanzi, et ce qu'exploite déjà Perenco, nous allons peut-être arriver à... Car le potentiel est énorme, M. Mbago. Est-ce qu'on n'est pas allé, comme je disais, vite en besogne, 27 blocs pétroliers, 3 gaziers, est-ce qu'on n'est pas allé... On ne devait pas aller, comme on dit, progressivement avec 2, 3, 4, 5 blocs pétroliers, parce qu'à un moment donné, on risque d'être d'entrer dans la confusion à un moment donné, avec parfois des accords qui risquent d'être mal ficelés, parce qu'il y en a autant, 27 accords peut-être qu'il va falloir signer, 3 accords de l'autre côté pour les blocs gaziers. Ça risque pas de perturber un peu la réflexion et même perturber l'évolution de cette opération? Pas du tout, parce que le challenge, il est énorme, M. Mbago. Le challenge est plus
dans le secteur des infrastructures. Parce que il ne faut pas oublier que la plupart de ces gisements se trouvent dans des zones où il faille nécessairement installer des possibilités de gazoducs, des possibilités de pipeline et même des possibilités de routes pour transporter ce brut vers les centres d'exportation ou de raffinage. Donc il y a beaucoup à faire. Donc il y a énormément à faire. Et ne le faire ou ne s'apaisantir que sur un seul opérateur, cela serait très difficile. Parce qu'il y a une possibilité de pouvoir joindre les efforts de plusieurs opérateurs pour réussir à donner un bon rendement par rapport au challenge. Donc moi je pense que le gouvernement n'a pas du tout été rapide ou est allé vite en besogne, mais par contre c'est un challenge important parce que même si aujourd'hui on devait signer les 30 contrats de partage de production, cela ensuite va prendre du temps selon le rythme de chaque entreprise pour les sismiques, pour les études environnementales et ainsi de suite. Donc les entreprises ne vont pas directement toutes commencer au même moment. Ce qui veut dire que le challenge actuel du ministère des Hydrocarbures, d'après ce que j'ai compris, c'est de permettre à l'État de pouvoir augmenter la production du pétrole brut par jour pour atteindre, ne fût-ce que dans un premier temps, 200 000 barils jour, pour que cela puisse apporter entre 7 ou 8 milliards dans le panier de notre budget en termes de royalties de l'État. Mais est-ce ce qui va permettre... On ne sait déjà pas quantifier, disons, la quantité qui est produite par Perenco. On parle toujours de 25 000 barils jour. Alors, lorsqu'on multiplie comme ça les postes de production, on va pouvoir contrôler la production. Mais oui, ce contrôle de la production se passe à deux niveaux. D'abord, il y a le contrôle de ce qui est produit directement au moment de l'exportation par Perenco, mais il y a aussi le fait que la Société nationale de l'État, qui est Sonahydraulique, est pris en portage dans le contrat de partage de production avec Perenco, qui est la société qui exploite aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est là où nous, COBIL, nous sommes en train de dire à l'État que nous sommes aussi société de l'État, nous sommes en droit de pouvoir participer dans ce contrat de partage de production parce que le Code des hydrocarbures prévoit justement qu'il y ait la présence de la société de l'État. Donc, la société de l'État est là, non seulement comme actionnaire, mais aussi comme la sentinelle du Congo pour vérifier que ce qui est déclaré est réellement ce qui est produit. Et je pense que sur ce point-là, il n'y a pas trop de problème. Parce que déjà, l'État ne se plaint pas trop de ce qui est aujourd'hui déclaré par la société qui exploite, c'est-à-dire Perenco. Alors, le ministère des Hydrocarbures a publié quelques chiffres à l'époque. Il a affirmé que la RDC est dotée de potentialités pétrolières estimées à 22 milliards de barils et à 66 milliards de mètres cubes de réserves gazières. Est-ce que ces réserves ont été sérieusement certifiées? Je pense que les certifications vont se faire au fur et à mesure que les données sismiques, les dernières données d'études vont être portées à connaissance de tout le monde avant que les exploitations ne puissent être lancées. Mais déjà, il y a une possibilité de conforter ces chiffres. Il y a une possibilité de conforter ces chiffres parce que déjà, je vous informe que sur Estrim, pour les 3 blocs qui lui ont été renouvelés, dans la partie côtière dans le Congo central, à Mwanda précisément, il y a déjà des certifications qu'il y a à peu près entre 2 ou 3 milliards de barils sous la terre. Et du côté de Graben-Albertine, je vous ai dit que seulement pour le bloc 1 et 2, que Volkswagen et Capricat ont eu à faire des premières études, ils ont estimé à peu près 3 milliards de barils. Et sans compter, c'est que Soko était déjà en train de déterminer pour le bloc 4, je pense, et Total, bloc 5, qui déterminait aussi à peu près dans le même nombre de milliards de barils. Estimations en fait. Mais bien sûr, ces estimations sont faites sur des faits scientifiques. Sur des faits scientifiques. Et dans le Graben du Tanganyika, mêmement, il y a à peu près 8 milliards de barils. Donc tout ça, lorsque c'est comptabilisé, ça tombe exactement dans le chiffre qu'a avancé le ministre des Hydrocarbures. Et je pense même que lorsqu'il y aura réellement le démarrage des productions, nous allons sûrement trouver des réserves encore plus importantes parce que la roche sédimentaire que la RDC a aujourd'hui, c'est pratiquement la même qui est au niveau de l'Amérique du Sud où le Brésil est en train d'exploiter. Parce que ce sont des mouvements tectoniques qui ont permis la séparation des continents. Mais à l'époque, nous étions imbriqués. Et lorsque vous voyez, c'est que
la société pétrolière brésilienne déclare en termes de réserves trouvées qui avoisinerait les 50 milliards de barils, c'est pratiquement la même chose que la RDC a aujourd'hui. Donc il n'y a pas aujourd'hui raison de penser que le chiffre avancé par le ministre serait des chiffres fantaisistes. Je pense même qu'on trouverait au-delà de ce qu'on a pu trouver. Seulement la difficulté, c'est de pouvoir atteindre ces roches et de les exploiter et de les faire sortir vers les centres de raffinage ou les centres d'expédition. Il faudra donc des opérateurs sérieux pour participer à cette opération, à l'exploitation, à l'exploration, à l'exploitation et à la production. Oui, et je pense déjà que les sociétés sérieuses sont là. Surestream Petroleum est une entreprise sérieuse. Perenco qui s'était retiré d'Astrostream, s'était retiré à un moment donné. Il s'était pas retiré. Il avait à l'époque signé un contrat avec Eni, mais malheureusement, c'était, je pense, en 2016, il y a eu l'absence de renouvellement de son permis d'exploitation. Ça a été fait quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les relances des activités de Surestream. Mais aussi, il faut que l'État sache compter sur ses propres sociétés, qui peuvent aussi apporter une réponse à ce challenge. Il s'agit notamment de Kobil. Qui a la possibilité peut aussi mais pourquoi acheter pas, nous pouvons trouver des partenaires qui peuvent nous aider à exploiter des blocs. Parce que le challenge aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas continuer à agir comme cela se passe dans d'autres secteurs de notre pays, où on voit les sociétés de l'État être mis à la traîne, alors que les exploitants internationaux viennent et prennent ce qu'il faut au Congo et s'en aller. C'est le cas de secteur de télécom, par exemple, où sous Mouzé, il y avait une ordonnance présidentielle qui a accordé 600 MHz à l'OCPT, aujourd'hui SCPT, pour l'exploitation de la téléphonie mobile, mais ensuite, qui n'a pas été renouvelée, qui a même été arrachée. Et aujourd'hui, la SCPT ne peut pas exploiter dans ce secteur. On ne voit que les privés y aller. Alors que sous d'autres cieux, c'est les sociétés de l'État qui sont les porte-étendards. Vous allez en France, c'est Orange. Vous allez au Portugal, c'est Portugal Télécom. En Belgique, c'est Belgacom, et ainsi de suite. Mais donc, vous avez la compétence. Mais bien entendu que l'État. Vous, par exemple, bien entendu que nous en avons. Kobil est dans la distribution. Et justement, l'importance d'être dans l'amont et dans l'aval pétrolier, c'est de permettre que les partenariats que nous pouvons tisser peuvent donner des échanges de compétences avec les sociétés qui sont déjà dans ce secteur ailleurs. Ça permettrait donc que cette compétence puisse rester au Congo, dans une entreprise congolaise, à 100% appartenant à l'État. Donc je pense qu'il faut réellement que l'État, et ça c'est vraiment un plaidoyer que je fais, pour que l'État puisse s'appesantir sur ses propres sociétés. Parce que demain, la réponse de ces énergies fossiles, ce n'est pas seulement le fait d'augmenter le budget de l'État par les ventes des barils, mais c'est aussi de régler un problème important, le problème énergétique. Parce que la République démocratique du Congo, certes, a un potentiel énergétique un potentiel hydraulique énorme, avec, selon l'Agence internationale de l'énergie, près de 100 gigawatts qui sont possibles à pouvoir développer. Mais les moyens pour le faire ne sont pas là. Les moyens pour la distribuer, une fois que Inga 3 sera développé, les moyens pour la distribuer ne sont pas encore là. C'est un projet en termes de milliards et de milliards de dollars. Mais par contre, aujourd'hui, si on réussit ce challenge de réellement commencer une production pétrolière réelle, cela pourrait aussi soutenir le domaine énergétique qui fait défaut dans notre pays et qui empêche le développement. Kobil a déjà un dossier ficelé. Vous avez une idée sur un bloc que vous pourriez éventuellement bien entendu, et Dieu merci, nous trouvons un répondant très favorable de la part du ministre des Hydrocarbures qui est déterminé à nous accompagner dans cette nouvelle projection de ce modèle économique. Parce que si on ne réussit pas à être dans l'amont et dans l'aval pétrolier, nous allons à chaque fois être dans la conséquence de ceux qui sont là pour subir. Parce qu'attendez, quand vous prenez une société comme Total, il est et dans l'exploration, et dans la production, et aussi dans la commercialisation. Donc, ils tiennent toute la chaîne. En ce moment-là, ils ont la possibilité de faire des profits énormes. Alors que nous, ici, nous avons non seulement les produits, et cette société n'a pas de gisements propres dans leur pays, mais nous ici on en a. C'est un gros avantage. Nous avons la possibilité d'exploiter notre propre pétrole
et même de trouver des possibilités de raffinage. Tiens, il y a une raffinerie qui existe aujourd'hui, mais qui est à l'arrêt depuis. Ça a été créé en 1960, je pense, qui a été mise sous la gestion de la Saucire, mais qui peut être redynamisée et permettre, ne fût-ce que tant soit peu, de régler le problème énergétique que le secteur des hydrocarbures peut apporter comme réponse et permettre le développement de notre pays. Alors, comme vous avez, par exemple, vous, au niveau de Kobil et les sociétés congolaises, vous avez des problèmes de trésorerie. Il faudrait peut-être que l'État vous donne la possibilité d'acquérir ces blocs Prodéo, peut-être? Je n'ai jamais cru au fait que la trésorerie soit un problème, parce qu'aujourd'hui, le monde financier donne des réponses à la plupart des choses et il y a des apports financiers qui peuvent permettre à ce que nous puissions obtenir les moyens nécessaires pour que nous puissions y aller. Et déjà que le ministre des Hydrocarbures est justement dans la posture de nous accompagner dans ce sens pour permettre à ce que nous puissions acquérir ces blocs. Mais attendez, c'est des blocs de l'État congolais. Nous sommes une société de l'État congolais. Donc il est tout à fait normal que nous puissions avoir cet appui de la part de l'État pour permettre à ce que demain, d'ici 5-10 ans, nous puissions devenir des majors comme on voit avec Sonangol, comme on voit avec Total, comme on voit avec Petrobras au Brésil. Voilà. Mais on a l'impression que les majors ne se bousculent pas au portillon. On n'a pas vu Eni peut-être Total va venir, Mobile peut-être, mais les majors ne sont pas, sont peut-être un peu timides. C'est toujours ainsi. Vous allez vous rendre compte que la plupart des majors attendent que les petites sociétés aillent, certifient les réserves et venir les racheter pour qu'ils puissent ensuite aller. C'est ce qui s'est passé notamment avec Surestream Petroleum, lorsque sur les 3 blocs, après qu'ils aient fait la sismique, ils ont eu à déterminer les réserves qu'il y avait. Eni était prêt à venir pour racheter les parts et travailler avec cette société ici en RDC. Donc il ne faut pas trop se faire du mauvais sang avec le fait que pour l'instant, il n'y ait pas encore de major. Ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que nous puissions commencer. Et ces débuts vont permettre à ce que, au fur et à mesure que nous allons avancer, ces majors vont venir. Mais au lancement de cet appel d'offres, il y avait un grand espoir. C'était que ici et demain, il y aura du monde qui viendra investir. Mais apparemment, tout le monde est encore en train de réfléchir avant de venir au Congo. Pas du tout. Je pense que d'ici là, on va ouvrir les plis de ce qui a été comme soumission. Et je ne vois pas qu'il y ait une résistance dans le sens de pouvoir permettre l'exploitation de notre secteur des hydrocarbures. Le plus grand challenge, c'est que nous devons permettre à notre pays. C'est comme ça que nous, les hommes politiques, des fois nous sommes irresponsables dans la manière dont nous parlons, dans la manière dont nous faisons la peinture de notre pays, dans la manière dont nous déclarons certaines choses. Cela empêche en grande partie à notre pays d'évoluer. Lorsqu'on se trouve sur la scène internationale et qu'on se permet sur un plateau d'une chaîne très suivie, je ne citerai pas certaines chaînes ici, et que vous présentez votre pays comme un ragoût d'insécurité, de détournement, de corruption, seulement parce que vous voulez faire mal à un régime, mais vous oubliez que vous êtes en train de tuer votre propre pays. Parce que demain, lorsque les investisseurs devront venir dans ce pays, peut-être qu'ils vont éviter parce qu'ils vous ont suivi. Mais peut-être aussi que vous-même, vous avez des entreprises qui tournent dans cette société, dans ce pays. Vous n'avez jamais eu de problèmes de trésorerie avec vos entreprises qui existent dans ce même pays que vous peignez comme étant un pays de corruption, de malgestion et ainsi de suite. Seulement pour une posture on doit arrêter politique. De dénoncer parce que mais attendez, la dénonciation, monsieur Ambago, doit se faire sur des faits. Mais le problème avec nos hommes politiques, surtout ceux qui se trouvent dans l'opposition actuellement, ils se permettent de diaboliser pour le simple plaisir de le faire. Et malheureusement, ils le font de manière négative à telle enseigne que le pays aujourd'hui devient de moins en moins fréquentable à cause de ce bashing. D'où le challenge que le président Tshisekedi s'était donné, celui de pouvoir aller nettoyer l'image de ce pays par différents voyages qui ont permis à ce que les gens aient une vision différente de la RDC. Mais nous sommes nous-mêmes responsables de la plupart des cas qui font que les investisseurs ne viennent pas. L'exploitation pétrolière va faire reculer la pauvreté au Congo? Bien entendu, et de deux manières, ou je dirais même de 3 manières. La première est que, aujourd'hui, si nous avons une autre source de revenus pour notre budget, cela ne va aller dans le sens que de permettre à l'État de pouvoir faire des investissements. Et parmi les investissements que l'État peut faire, c'est la construction des écoles,
c'est la construction des routes et des serres agricoles, c'est la construction des centres commerciaux. Et deuxièmement, le secteur des hydrocarbures va permettre aussi un apport en énergie qui va donner un élan de développement. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas installer une usine de fabrication de mousse, par exemple, chez moi dans le Maïndombe parce qu'il n'y a pas d'énergie. Alors que demain, s'il y a une possibilité en hydrocarbures, bien sûr raffinés, pour qu'on ait des centrales, des grands groupes électrogènes qui permettent d'alimenter nos secteurs, ça va permettre à ce que l'industrie aussi suive le chemin. Et troisièmement, l'exploitation de ces hydrocarbures, selon le code des hydrocarbures de notre pays, donne une responsabilité de développement de l'entité où ces exploitations se font aux sociétés qui vont gagner le marché. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous avez un contrat de partage de production pour exploiter par exemple dans un bloc à Mwanda, vous avez la responsabilité de pouvoir donner des soutiens à des projets de développement, à des projets d'éducation, à des projets d'environnement. Tout cela va permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Ça c'est un rêve. Vous savez comme moi que aujourd'hui au Congo, dans les zones minières, les populations riveraines des sociétés minières croupissent dans la misère, dans la pauvreté. On voit également du côté du Congo central les communautés qui ont été déplacées de l'endroit où a été érigé le site d'Inga. Ces communautés croupissent dans la misère. Et comment vous expliquez? Vous pensez que les sociétés qui viendront, ce sera pour faire des dons ou ils viendront pour des profits? C'est justement pour ça la détermination du chef de l'État en ce qui concerne le respect des textes et le respect des engagements de tout un chacun. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans des provinces comme la province du Lualaba, vous allez vous rendre compte que cette malédiction minière est en train de se dissiper. C'est-à-dire que les pouvoirs publics aujourd'hui font en sorte que le code minier puisse être respecté en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne le développement des aires éducationnelles appuyées par ces entreprises, en ce qui concerne l'appui qu'il faut donner aux communautés locales et à la municipalité et aux provinces pour appuyer le développement. Et demain, s'il y a des sociétés qui vont obtenir des contrats de partage de production, ils ne vont que respecter cela. Et si vous voyez les outils qui ont été mis en place par le pouvoir actuel, vous allez moins être inquiet sur cette question, Monsieur Ambago. Monsieur Thierry Mosenepo, parlons du bassin de la cuvette centrale. Ce bassin possède une quantité de barils estimée à 6,4 milliards avec des perspectives financières de 127 milliards de dollars américains. Parlons simplement de la cuvette centrale. Alors on va exploiter là-bas, on va détruire l'écosystème. Justement, c'est le challenge qu'il faut relever. Et je pense que le chef de l'État a eu à rassurer, notamment l'envoyé spécial des États-Unis, M. John Kerry, qui est un ambassadeur qui lutte pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique. Et donc, le challenge, c'est de trouver une possibilité d'exploitation sans pour autant piétiner les tourbières, sans pour autant détruire la faune et la flore que l'on trouve dans certains parcs. C'est même pour ça que Soko n'a pas vu son contrat de partage de production être renouvelé à cause du fait justement qu'il fallait protéger les aires qui figuraient dans son bloc, mais qui malheureusement se trouvaient dans certains endroits assez importants pour la faune et la flore. Parce que il faut se poser une question. Tous ces pays développés aujourd'hui, qui sont en train de sonner le tocsin pour dire que nous devons nécessairement éviter de détruire la faune et la flore. Oui, c'est des bons conseils. Mais nous, on a besoin de pain, comme a dit la vice-ministre F. Bazaïba. On a besoin de pain, mais on a aussi besoin d'environnement. On peut trouver ce pain avec le crédit carbone, avec l'exploitation minière, avec les autres secteurs. Il y a possibilité d'arranger ça parce que il y a des pays qui ont eu à le faire, tels que le Brésil. Petrobras exploite des blocs au sein même de la forêt amazonienne. Ils ont réussi à créer ce paradigme qui, aujourd'hui, évite ce que l'on enregistre, par exemple, dans le delta du Nigeria, où il y a une destruction massive de la faune et de la flore à cause de l'exploitation pétrolière. Donc nous, ici,
en République démocratique du Congo, nous sommes en train de travailler pour éviter justement qu'il y ait ce genre de cas. Et le ministre des hydrocarbures a eu à présenter une étude environnementale accompagnée de mise sous vente de ces blocs pour déterminer exactement la protection de la faune et de la flore qui va accompagner ces exploitations. Le plus grand challenge aujourd'hui, c'est justement de permettre à ce que nous ne puissions pas casser les équilibres des écosystèmes, mais tout en donnant la possibilité à nos populations d'avoir du pain via cette exploitation. Monsieur Toutiam, il y aura aussi un problème, c'est les provinces ne sont pas interconnectées, il y a un problème d'accès, ces entrepreneurs ou ces investisseurs qui viendront, ils passeront par où? Donc tout cela, ce sont des préalables pour démarrer la production, l'exploitation, même l'exploration au niveau des différents blocs pétroliers qui ont été sélectionnés. Surtout au niveau de la cuvette centrale, parce que il a été déterminé par une étude du ministère des Infrastructures qu'il y a près de 150 000 axes routiers. Mais on enregistre qu'à peu près 2800 qui sont couverts par de l'asphalte. Ce qui rend l'interconnexion des provinces, mais aussi la possibilité de renvoyer les produits qui sont ainsi exploités vers les centres d'exportation ou de raffinage très difficile. Et c'est un challenge réel. Mais justement, ce challenge va trouver la solution en déterminant comment les choses vont se faire. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes aux États-Unis et que l'on découvre les filons d'or dans le Far West, ce n'est pas le chemin de fer qui a commencé à exister. Les gens sont d'abord allés exploiter de l'or avec des chariots, avec des caravanes. Mais l'intérêt économique qui a été créé par la découverte de ces gisements aurifères a créé la possibilité de créer, de financer par des banques la création des chemins de fer et des routes. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux qui vont acquérir ces marchés? Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais a établi une possibilité des routes en BOT. C'est-à-dire des routes où l'État donne l'accès à des particuliers, mais qui retrouvent leur investissement avec intérêt, bien sûr, via des péages et ainsi de suite. Mais il faut un intérêt économique pour ça. Mais justement, je suis en train de vous faire le parallélisme avec le Far West aux États-Unis pour vous dire que la plupart des routes et des chemins de fer qui existent aujourd'hui aux États-Unis, c'était grâce à ces filons d'or trouvés dans le Far West. Donc, le fait de déterminer les potentialités en termes d'hydrocarbures dans la cuvette centrale va créer un besoin économique qui demain va forcément pousser à certains investisseurs d'aller se lancer dans la création de ces routes importantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'exploitation pétrolière dans la cuvette centrale non seulement pose un problème d'infrastructure qui n'existe pas, mais aussi les enfouissements de ces hydrocarbures se situent entre 6 ou 7 000 mètres en profondeur. Donc c'est des investissements très. Et il faut des pipelines. L'RDC est un pays quasiment enclavé. Il faudra des pipelines aussi pour sortir la production. Nous sommes sérieusement enclavés et nous n'avons d'ouverture que sur les 14 km que nous avons dans la côte. Ce qui veut dire que non seulement qu'il faut un réseau routier important, il faut des gazoducs pour le cas du gazé, des oléoducs et des pipelines pour les produits pétroliers, mais il faut aussi des accords avec les pays frontaliers. Notamment, on ne peut pas dire qu'on va exploiter dans le Graben Albertine sans une collaboration avec l'Ouganda. On ne peut pas dire qu'on va exploiter dans le Graben du Tanganyika sans une collaboration avec la Tanzanie. Et nous avons aussi la cuvette centrale où nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Donc les fruits de cet appel d'offres, on peut l'attendre peut-être dans 20, 30, 40, 50 ans? Pas forcément. Aujourd'hui, tous ces préalables. Non, pas forcément. Mais aujourd'hui déjà, avec ce qui a été déterminé dans les 3 blocs de la côte ici dans le Congo central, il y a la possibilité que dans les prochains mois, les exploitations puissent commencer. Qu'on dépasse 25 000 barils jour. Mais bien sûr. Et le challenge, c'est justement d'atteindre, ne fût-ce que pour un premier palier, 400 000 barils pour que nous ayons un équilibre de 10 milliards qui proviennent du secteur des hydrocarbures. Alors, le gouvernement a publié également les noms de sociétés qu'il a sélectionnés à l'issue d'appel d'offres pour exploiter les 3 blocs gaziers dans le Kivu. Alors, l'exploitation des blocs gaziers rapportera plus que l'exploitation des blocs pétroliers?
Mais attendez, d'abord le gaz est une réponse importante pour le secteur énergétique. Aujourd'hui, le gaz qui sera exploité dans le lac Kivu va nous permettre non seulement de pouvoir le vendre sous forme de gaz liquide, et c'est principalement aujourd'hui parmi les ressources de certains pays comme la Russie, et aussi de donner la possibilité à ce que nous puissions créer des centrales électriques qui vont alimenter l'industrie. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous aurons des royalties en termes d'exportation, mais aussi nos populations locales qui sont aux alentours de ces lacs vont avoir la possibilité d'obtenir ces centrales électriques qui vont appuyer le développement énergétique dont le pays a besoin pour s'industrialiser. Étant donné que les blocs gaziers ne sont qu'à 3 et que les blocs du pétrole sont au nombre de 27, il est à noter que si aujourd'hui l'exploitation du pétrole est lancée, cela va énormément apporter à la RDC, beaucoup plus que le gaz. Le gaz, ça va se faire rapidement, l'exploitation et la production. Très rapidement. Alors, on va dire aujourd'hui, avec cet appel d'offres, le développement économique de la RDC est assuré. Le développement économique de la RDC est maintenant en ses débuts parce que on a été depuis très longtemps sujet à un cantonnement économique qui nous a mis dans un secteur précis, c'est celui des mines. Et nous avons hérité de ce paradigme économique depuis l'époque du colon belge, ensuite du maréchal Mobutu, et rien n'a changé sous Mouzé ou Joseph Kabila. C'est aujourd'hui que le président Tshisekedi est en train de penser et a mis en place une possibilité de diversification de l'économie pour que nous ne soyons pas que dépendants du secteur minier, pour que nous puissions développer d'autres secteurs, et le secteur des hydrocarbures est un secteur clé de possibilités de richesse. Est-ce qu'on n'a pas lancé ça en retard? Parce qu'aujourd'hui, le monde parle de l'énergie verte. Est-ce que bientôt, les véhicules ne vont plus rouler avec du fuel, du carburant, etc. Est-ce que ce n'est pas déjà tard? Parce que bientôt, on passe à autre chose sur le plan international. Nous n'allons pas nous passer très vite du secteur des hydrocarbures, pour la simple raison que non seulement les véhicules continuent encore à utiliser cette manne, mais aussi les avions, sans compter les autres dérivés de ce secteur, de ce produit, tels que les textiles, tels que les plastiques et d'autres fibres qui sont utilisées notamment dans la fabrication des automobiles. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Thierry Mosenepo. Il est PCA de Kobil SA. Il est aussi un membre de la conférence des présidents de l'Union Sacrée. Avec vous, nous allons suivre le panel aménageur avec Biro Matanda. Nous avons fait la ronde dans certains marchés de la capitale. Nous avons constaté que les prix des denrées alimentaires de première nécessité sont fixés de la manière suivante. Un sac de cossette de manioc varie entre 80 et 130 000 francs. Un seau de cossette de manioc varie entre 10 et 13 000 francs. Une mesurette de maïs ou écolo coûte 2500 francs. Un sac de haricots est à 170 $ américains. La mesurette ou copo varie entre 2500 et 3500 francs. Un sac de farine de froment est à 105 000 francs congolais et la mesurette ou écolo coûte 4500 francs congolais. Un pain se vend à partir de 200 francs. Un sac de riz de 25 kg varie entre 54 et 61 000 francs, c'est selon la qualité. Un sac de semoule 25 kg varie entre 46 et 56 000 francs. Un bidon d'huile de palme coûte 18 000 francs. Celui d'huile végétale de 25 litres varie entre 99 et 110 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Un sachet de sucre de 5 kg est à 15 000 francs. Un plateau d'œufs coûte 15 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 5 000 francs. Un tas de tarots varie entre 1 000 et 5 000 francs. Un filet d'oignon coûte 50 voire 70 000 francs congolais. Un oignon varie entre 200 et 1000 francs. Un ananas varie entre 2 000 et 8 000 francs congolais. Une orange coûte 300 ou 500 francs congolais. Un carton de poisson chinchard 20 plus est à 65 $ américains et le kilo coûte 10 000 francs. Un carton de poulet sans emballage ou poulet nu est à 31 $ américains et la pièce revient à 11 et 12 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet est à 23 $ américains et le kilo est à 6 500 francs
congolais. Un tas de poissons fumés varie entre 5 000 et 50 000 francs congolais. Un kilo de queue de bœuf est à 20 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 francs. Une botte de amarantes coûte 1 000 francs. Celle d'oseille est à 500 francs congolais. Un tas de gombo varie entre 500 et 2 000 francs congolais. Merci Biromatonda pour vos différentes rubriques. On vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur Thierry Mosenepo, rapidement, on amorce l'atterrissage. Quelques questions avant de nous quitter. L'Union sacrée, toujours pas structurée, pourquoi? Non, l'Union sacrée. Pas d'organe, à part la conférence des présidents et le présidium. Oui, le présidium et la conférence des présidents travaillent. C'est ce qui a permis à ce que nous puissions nous fédérer et donner la possibilité à la création de plusieurs regroupements politiques au sein de cette grande famille. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez dire que nous ne sommes pas structurés. Les organes viennent donc quand? Les organes vont venir, c'est en train d'être... c'est en plein chantier. L'église protestante, l'église catholique, ennemie de l'Union sacrée? Pas du tout, pas du tout. On enregistre des tirs à balles réelles de gauche à droite. Non mais attendez, nous sommes en démocratie. La confrontation et les chocs des idées permettent le jaillissement de la lumière. Donc nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons qu'épouser tout ce que dit l'église catholique ou l'église protestante. Il y a des moments où ils disent des choses qui sont convenables. Il y a des moments où ils disent des choses que nous n'acceptons pas. Par exemple, lorsque nous avons une posture qui consiste à dire que l'Église est aujourd'hui à même de faire l'audit du fichier. Mais attendez, il faut quand même être sérieux dans une certaine mesure. L'audit du fichier demande une certaine compétence technique. Et le calendrier de la CENI avait prévu cette étape-là qui est déjà passée. L'audit extérieur du fichier a été réalisé par 5 organes indépendants de la CENI qui ont donné leur rapport et ça a permis à ce que ce fichier puisse être consolidé. Alors, lorsqu'il s'agit de commencer finalement à ouvrir ce fichier à qui veut bien, demain nous aussi, l'Union sacrée, nous pouvons dire que nous sommes en droit de venir questionner ce fichier. Nous n'allons jamais aller aux élections. La CENI ne va jamais boucler son calendrier. 20 000 candidats presque à l'Union sacrée pour 500 sièges ou 700 et quelques députés provinciaux, etc. La bataille sera rude. Cette inflation est compliquée, mais tout cela, c'est parce que notre pays donne l'image qu'il n'y a que la politique qui embauche, il n'y a que par la politique qu'on peut émerger, ce qui n'est pas normal, il faut qu'on casse ce paradigme. Les membres du FCC ont dit que vous avez humilié l'ancien président, sa clôture où le portail de sa concession a été détruite sans aval. Est-ce que c'est normal? Je pense qu'il faut cesser de subjectiver le débat. Il n'est pas ici question de pouvoir provoquer ou porter atteinte en la personne de Joseph Kabila qui a été un ancien président de ce pays, qui est sénateur de ce pays. Il a droit au respect autant que tout autre citoyen. Ce n'est pas puisque il s'agit d'une clôture aux alentours de sa maison que l'on doive parler de provocation. La loi a été appliquée selon que les personnes qui habitent aux alentours de cette maison se sont plaintes auprès du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, pour ce blocage qu'il y avait sur cette sortie. On aurait dû le faire lorsqu'on avait enlevé les checkpoints devant... non, ça n'a rien à voir avec les checkpoints. Ça a à voir avec une procédure. Et le ministre devait respecter la procédure qui consiste en un titre de démolition. Et c'est ce qui a été fait. Pourquoi la garde républicaine Donc, il ne faut pas... Ça, je n'ai pas cette information. Moi, je sais que le ministère de l'Urbanisme a eu à poser un acte dans la règle de l'art. Si maintenant, il y a des citoyens qui se disent être lésés par ça, je pense qu'il y a des cours et tribunaux qui peuvent permettre de remettre chaque citoyen dans ses droits. Mais il n'est pas ici question de politiser l'affaire. Parce que nous tous, chaque Congolais dans un coin précis, se retrouve confronté à ce genre de choses. Des besoins de créer des servitudes pour X ou Y, des besoins de casser un mur,
des besoins de délimiter la frontière d'une parcelle ou pas. Tout cela, c'est des choses qui arrivent à des Congolais chaque jour et c'est le travail du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Donc ces Congolais-là ne sont pas moins Congolais que notre ancien chef de l'État, à qui nous devons respect, et il ne faut pas ici politiser tout. Il est question d'une route qui a été bloquée par un mur ou un portail. Les voisins se trouvaient dans la difficulté de pouvoir sortir par cette voie. Ils ont saisi le ministre, comme le prévoit la loi, et le ministre a pris un titre de démolition et ça a été exécuté. Départ de la MONUSCO, il le faut absolument. Mais bien entendu, et je suis étonné d'entendre certains Congolais qui vivent encore dans un nombrilisme paternaliste choquant, qui se permettent de dire que nous ne pouvons pas être sécurisés si ce n'est que par cette mission onusienne. Mais attendez, cette mission, elle a été, c'est vrai, positive pour le pays à un certain moment, mais lorsque le gouvernement prend cette décision, c'est en tenant compte de deux faits. Le premier fait, c'est d'abord la population, qui est le maître de l'action politique. La population dit « nous n'en voulons plus ». Deuxièmement, c'est les résultats. On ne peut pas comprendre d'avoir une telle mission, avec un tel moyen logistique, humain, monétaire, mais qui ne nous donne pas les résultats escomptés. Et ce, c'est depuis pratiquement 24 ans aujourd'hui. Mais attendez, en 24 ans, on a vu le nombre des groupes armés décuplé. On a vu le nombre des civils congolais tués augmenter. On a vu la passivité de cette mission. Il est temps d'y mettre un terme et de prendre nos responsabilités. Quel est cet enfant qui, jusqu'à ce qu'il soit devenu adulte, continue à vouloir être paternalisé? Il ne reste plus que finalement que ces partis politiques de l'opposition demandent à ce que les Belges reviennent pour nous coloniser. Ce n'est pas normal. Thierry Mosnepo, on termine. Gratuité de la maternité, une très bonne chose? Une très très bonne chose. Une très très bonne chose. Et on va multiplier les naissances. D'abord, moi, j'ai toujours été pour le fait qu'il faille nécessairement multiplier les naissances pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que la démographie, est un facteur de richesse. Puisque lorsque vous avez une grande consommation interne, cela permet à ce que vous puissiez avoir des entreprises viables. C'est ça la force de l'Inde aujourd'hui. Ça a été la force de la Chine. Ça a été la force des États-Unis. On ne peut pas comprendre qu'avec 2 345 409 km², que l'on soit si faiblement peuplé. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, les motivations premières du chef de l'État pour cette action de gratuité de la maternité, de la prise en charge pour les 28 premiers jours du nouveau-né, c'est pour réguler d'abord les maternités, parce qu'une femme qui est ainsi prise en charge est enseignée en ce qui concerne la planification familiale, mais aussi pour éviter les mortalités des femmes en une prise en charge beaucoup plus sérieuse et les mortalités des enfants. Je rappelle que notre invité, c'était Thierry Mosnepo, président du conseil d'administration de Kobil SA, aussi membre de la conférence des présidents de l'Union Sacrée. Merci, monsieur Thierry Mosnepo, d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. C'est à moi de vous remercier. Merci à Didibine Sika qui a permis la diffusion de cette émission sur YouTube. Merci à Jacques Zinga qui a assuré la partie FM audio. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.